Le grand récit universel du dragon commence par l'étymologie même de son nom, issu du grec ancien drakon, qui désigne un serpent géant ou celui qui fixe du regard. Cette créature incarne depuis l'origine les forces brutes de la nature, l'inconnu et les mystères du cosmos. Pourtant, selon que l'on tourne le regard vers l'Orient ou vers l'Occident, l'histoire de ce monstre fascinant a pris deux directions radicalement opposées, avant que la littérature moderne et le folklore local ne viennent à leur tour réinventer ces mythes. En Asie, et plus particulièrement en Chine, le dragon nommé l'on n'est en aucun cas un monstre cruel qu'il faut abattre ou fuir. Il est une divinité respectée, un esprit supérieur céleste intimement lié aux forces de la vie. Contrairement à son homologue occidental, le dragon oriental est une chimère harmonieuse et pacifique. Il ne possède pas d'aile. S'il se déplace dans les cieux, c'est par la seule force de sa magie, ondulant parmi les nuages comme un serpent dans l'eau. Son corps est une combinaison symbolique de plusieurs animaux. Il possède des écailles de carpe, des cornes de cerf, des yeux de démon, des serres d'aigle et des moustaches de poisson-chat. Le dragon asiatique est le maître absolu de l'eau. Il contrôle les nuages, déclenche les pluies bienfaitrices nécessaires aux récoltes et gouverne les fleuves et les mers. Une sécheresse est souvent attribuée à la colère ou au sommeil d'un dragon, tandis qu'une pluie salvatrice est le signe de sa bienveillance. Très tôt, cette créature de sagesse est devenue l'emblème exclusif du pouvoir impérial. Le trône du dragon désignait le pouvoir de l'empereur de Chine, considéré lui-même comme le fils du dragon. Le motif du dragon à 5 griffes était strictement réservé aux vêtements et au palais de la famille impériale, incarnant la chance, la souveraineté et la justice divine. En Europe et au Proche-Orient, l'histoire du dragon s'écrit de manière radicalement inverse. Il y est l'antagoniste majeur, le monstre suprême représentant le chaos primitif qu'il faut surmonter pour instaurer l'ordre, la civilisation ou la foi. Dans l'Antiquité pré-chrétienne, le dragon prend majoritairement la forme d'un serpent gigantesque, souvent doté de plusieurs têtes, et associé aux profondeurs de la terre ou à la garde de secrets sacrés. La mythologie grecque regorge de ces affrontements. Ladon, le serpent aux 100 têtes, garde les pommes d'or du jardin des Hespérides avant d'être tué par Héraclès. Python dispute le sanctuaire de Delphes à Apollon. Et Typhon, une créature monstrueuse aux cuisses de serpent, défie Zeus pour le contrôle du cosmos lui-même. Dans la mythologie nordique, le dragon est intimement lié à la corruption de l'âme et à la destruction. Fafnir est à l'origine un nain qui, déformé par l'avarice et la soif de l'or maudit, se transforme en un monstre rampant, finalement terrassé par le héros Sigurd. C'est au Moyen-Âge chrétien que le dragon occidental acquiert sa physionomie définitive et iconique. Un corps de reptile massif, des pattes griffues, des ailes de chauve-souris et surtout la capacité de cracher le feu. Le texte biblique de l'Apocalypse de Jean assimile directement le dragon de mémoire antique à Satan, le serpent ancien qui égare l'humanité. Le dragon devient alors la personnification du péché, de la tentation et de la barbarie païenne. À mesure que le christianisme s'étend en Europe et dans les provinces françaises, les récits antiques se transposent dans le folklore local sous la forme des légendes des saints soroctones, du grec soro, lézard, ectenin, tué. Ces évêques, ermites ou saintes du début du Moyen-Âge ne sont pas de simples chevaliers en armure. Ils soumettent les monstres par la prière, la foi et l'eau bénite. Derrière chaque dragon régional se cache en réalité une métaphore historique. Le monstre incarne soit les crues dévastatrices d'un fleuve, soit les marécages insalubres porteurs de maladies, soit la résistance des anciens cultes païens. La légende de la Tarasque s'enracine ainsi dans les marécages fertiles mais dangereux qui bordaient le Rhône, entre Arles et Tarascon. La créature était décrite comme un monstre amphibie effroyable. Elle possédait une tête de lion, 6 pattes d'ours robuste, un corps recouvert d'une carapace de tortue hérissée de pointes acérées, et une queue de serpent se terminant par un dard de scorpion. Elle terrorisait la région, brisant les embarcations, dévorant les troupeaux et emportant les voyageurs. L'histoire bascule avec l'arrivée de Sainte Marthe, venue de Judée pour évangéliser la Provence. Armée de sa seule foi, elle s'enfonça dans la forêt où se terrait la bête. Au lieu de l'attaquer, elle l'aspergea d'eau bénite et lui présenta une croix de bois. La Tarasque, instantanément dépouillée de sa férocité, se laissa approcher. Sainte Marthe noua sa simple ceinture de tissu autour du cou du monstre et le ramena, soumis comme un agneau, devant les habitants de Tarascon. Ces derniers, encore ivres de peur et de vengeance, se jetèrent sur la bête pour la mettre à mort. Ce récit illustre la domestication de la nature. La Tarasque personnifie les crues imprévisibles du Rhône, que les hommes ont appris à canaliser et à cultiver sous l'égide de la nouvelle religion. En Lorraine, la ville de Metz conserve le souvenir du Graouli, un nom dérivé de l'allemand Graulich signifiant terrifiant. Ce dragon gigantesque, couvert d'écailles si dures qu'aucune lance ne pouvait les percer, avait trouvé refuge dans les ruines de l'ancien amphithéâtre romain de la cité. Il empoisonnait l'air de la ville de son haleine fétide et dévorait quiconque s'aventurait près des ruines. Au IVe siècle, Saint Clément, envoyé pour devenir le premier évêque de Metz, décida de délivrer la population. Il se rendit dans l'amphithéâtre,
fait le signe de la croix devant le reptile et, utilisant son étole sacerdotale comme une laisse, saisit le graouli. Il le traîna ainsi à travers les rues de la ville jusqu'aux rives de la rivière Seille. Là, il lui ordonna de plonger dans les profondeurs de la terre et de ne plus jamais réapparaître. Ici, le sens caché est éminemment politique et religieux. Le dragon habite les ruines des spectacles romains. Le détruire revient à marquer le triomphe définitif de l'Église sur l'ordre païen de l'Empire romain déclinant. À Poitiers, le monstre local se nommait la Grand-Goule. Ce dragon ailé vivait caché dans les grottes escarpées bordant le Clin. Profitant des périodes de hautes eaux et d'inondations, le monstre s'introduisait par les caves et les souterrains jusque dans les cellules de l'abbaye Sainte-Croix pour y dévorer les jeunes religieuses. C'est sainte Radegonde, figure protectrice du Poitou, qui mit fin à ce carnage. Selon la tradition, elle fit face au dragon en brandissant une croix et en lui jetant un gâteau empoisonné ou du pain béni, selon les variantes du récit, qui fait éclater le monstre de l'intérieur. Dans d'autres versions locales, la municipalité confia cette tâche périlleuse à un condamné à mort à qui l'on avait promis la grâce s'il survivait. Cela symbolise les dangers des cavités karstiques et des crues du Clin, qui menaçaient l'intégrité physique et spirituelle des premiers établissements monastiques isolés. Le sud-ouest de la France possède également son grand monstre aquatique, le coulobre, dont le nom dérive directement du latin colubé, la couleuvre. Ce reptile n'était pas un simple serpent, mais un monstre ailé d'une taille gigantesque qui nichait dans les falaises escarpées de l'Élinde, surplombant les redoutables et tumultueux rapides de la Dordogne. Le coulobre guettait le passage des gabarres, ces embarcations traditionnelles en bois qui descendaient le fleuve pour transporter le bois, le charbon et le vin vers Bordeaux. D'un coup d'aile, il plongeait de sa falaise, brisait les bateaux, gobait les malheureux bateliers nommés gabariers ou enlevait les lavandières et le bétail resté sur les berges. Saint Front, l'apôtre et évangélisateur du Périgord, décida d'intervenir pour ouvrir cette voie commerciale vitale. Il monta au sommet de la falaise de l'Élinde, fait face au monstre et esquissa un puissant signe de croix. Terrassé par la force divine, le coulobre perdit l'équilibre et se jeta dans le vide, s'écrasant mortellement au pied des rochers. Le coulobre est la personnification des courants traîtres, des récifs cachés et des passes rocheuses de la Dordogne, des obstacles naturels majeurs que la christianisation et le développement de la batellerie ont fini par surmonter. En Normandie, le dragon de Rouen portait le nom de gargouille ou chair salée. Ce monstre au long cou sinueux vivait dans les marécages de la rive gauche de la Seine. Il ravageait la région en crachant de gigantesques torrents d'eau qui submergeaient les cultures et détruisaient les habitations. Pour s'assurer une relative tranquillité, les habitants en étaient réduits à lui offrir chaque année une victime humaine. Au 7e siècle, l'évêque Saint-Romain décida d'éradiquer ce fléau. Personne en ville n'osa l'accompagner, à l'exception d'un condamné à mort qui n'avait plus rien à perdre. Saint-Romain parvint à paralyser la gargouille en traçant une croix dans l'air, puis il attacha son étole autour du cou de la bête, que le condamné à mort ramena en ville. Le dragon fut condamné au bûcher sur la place publique. Cependant, son cou et sa tête, habitués à cracher de l'eau et endurcis par les éléments, refusèrent de brûler. Les habitants décidèrent alors de fixer cette tête de pierre imbrûlable aux gouttières de la cathédrale pour évacuer les eaux de pluie, donnant ainsi naissance aux gargouilles de notre architecture médiévale. Si le dragon incarne les grandes forces géographiques et spirituelles, le folklore quotidien des campagnes du Périgord et de la Guyenne est peuplé de créatures plus intimes, plus ambiguës, qui hantaient les esprits des paysans lors des veillées d'hiver. Ce bestiaire traditionnel, très vivace jusqu'au début du XXe siècle, servait à expliquer les mystères du quotidien, à réguler la vie sociale ou à protéger les enfants. Dans le sud-ouest, le loup-garou traditionnel prend une tournure très particulière sous le nom de lébrou ou lébrou. Ce terme dérive directement de l'occitan lèbre, qui signifie le lièvre. Le lébrou n'est pas un homme se changeant en loup féroce sous l'effet de la pleine lune. C'est un individu frappé d'une pénitence magique ou d'une punition religieuse pour avoir commis un grave péché. Chaque nuit, le malheureux est arraché à son sommeil. Il doit revêtir une peau de bête, qui peut être celle d'un lièvre géant, d'un renard ou d'un mouton noir, et courir éperdument à travers les ronces, les bois et les marécages de la Double ou du Bergeracois. Sa malédiction lui impose de traverser cette paroisse avant le chant du coq. Le lébrou n'est pas fondamentalement méchant ni assoiffé de sang, il est surtout épuisé, souffrant et espiègle. Si un voyageur commet l'erreur de croiser sa route à un carrefour nocturne, le lébrou saute instantanément sur ses épaules. Le voyageur est alors contraint de le porter. Au fur et à mesure de la marche, la créature devient de plus en plus lourde, épuisant le marcheur jusqu'à l'épuisement total. Pour délivrer l'homme caché sous la bête, il existe un rituel précis. Le voyageur doit réussir à lui faire couler une goutte de sang entre les deux yeux, souvent à l'aide d'une haleine de cordonnier ou d'un couteau béni. La peau de bête se fend alors, et l'homme retrouve sa liberté. Le lébèche ou libèche est l'esprit du foyer et le lutin domestique par excellence de la Guyenne. Ce petit être de la taille d'une main, coiffé d'un traditionnel bonnet rouge, vit caché au cœur des maisons paysannes,
le plus souvent derrière les plaques de fonte des cheminées, dans l'âtre ou sous les poutres des granges. Le lébèche est le miroir de l'humeur du foyer. C'est une créature profondément lunatique et susceptible. Si la famille se montre respectueuse, travailleuse et lui laisse chaque soir une petite offrande, une coupelle de lait frais ou un quignon de pain de seigle sur la table, le lébèche devient le protecteur de la ferme. Pendant la nuit, il brosse la crinière des chevaux, surveille la cuisson du pain, éloigne les rongeurs et apporte la prospérité matérielle. En revanche, si les habitants de la maison se disputent, négligeant l'entretien du feu ou se moquent des esprits, le lébèche déploie une malice sans limite. Il emmêle les crinières des juments en nœuds inextricables, fait tourner le lait, éteint les braises, cache les outils de travail et remplit les souliers de suie. Le babaou ou babo occupe la place du croque-mitaine dans l'imaginaire occitan, mais il possède une nature essentiellement aquatique. C'est une créature hideuse, informe et visqueuse, qui tapit ses longs membres au fond des puits de ferme, sous les arches sombres des ponts ou dans les gours, ces trous d'eau profonds et sombres formés par les tourbillons de la Dordogne et de la Vézère. Le folklore lui attribue un bruit caractéristique, un claquement de mâchoire sec et sonore que l'on entendrait monter des eaux lors des soirées de brume. Le babaou avait une fonction éducative et préventive essentielle dans la vie rurale. Les mères de famille l'utilisaient pour effrayer les jeunes enfants et leur interdire d'approcher des points d'eau non sécurisés en leur répétant de ne pas se pencher sur le bord du puits, sous peine de voir le babaou sortir ses grands bras de l'eau pour les attraper par les pieds et les tirer au fond. Grâce à cette terreur enfantine, le monstre évitait bien des noyades accidentelles. Le Périgord est souvent qualifié de pays des 1001 châteaux. Cet alignement exceptionnel de forteresses médiévales et de demeures de la Renaissance, théâtre des violences de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion, a tout naturellement nourri les légendes de spectres et de dames blanches. La plus célèbre d'entre elles est sans conteste la Dame Blanche du château de Puymartin, située près de Sarlat. La légende raconte qu'au XVIe siècle, la châtelaine Thérèse de Saint-Clar fut surprise par son époux, de retour de guerre, dans les bras d'un jeune amant huguenot. Fou de rage et de jalousie, le mari fit exécuter l'amant et condamna sa femme à une réclusion absolue. Elle passa les 15 dernières années de sa vie enfermée seule dans la petite pièce exiguë de la tour nord du château, où ses repas lui étaient passés par une trappe. À sa mort, son corps fut emmuré directement dans la structure de la tour. Depuis lors, la légende affirme que sa silhouette vaporeuse et vêtue de blanc apparaît régulièrement à minuit, errant le long des remparts, dans la cour d'honneur et montant les marches de l'escalier à vis du château. Le tac, ou parfois orthographié, Taste est sans doute l'esprit le plus mystérieux et insaisissable des chemins de randonnée et des landes isolées de la région. Le tac est un métamorphe. Il n'a aucune apparence physique propre et utilise l'illusion pour piéger les humains. Il se place généralement au bord d'un sentier désert, à la tombée de la nuit, prenant la forme d'un objet ou d'un animal tout à fait inoffensif et tentant. Une belle canne de marche en bois sculpté, une pelote de laine de couleur, une pièce de monnaie étincelante ou un petit agneau qui semble s'être égaré loin de son troupeau. Le piège repose sur la curiosité ou la cupidité du voyageur. Si ce dernier cède à la tentation et ramasse l'objet ou prend l'agneau dans ses bras pour le sauver, le tac désange sa magie. À chaque pas, l'objet commence à gonfler et à peser de plus en plus lourd, atteignant des centaines de kilos. Si le marcheur s'obstine à vouloir le porter, le tac reprend soudainement sa forme immatérielle dans un grand éclat de rire sardonique, s'enfuyant dans les fourrés sombres et laissant le voyageur désorienté, terrifié et irrémédiablement perdu au cœur de la nuit. Alors que le rationalisme du XXe siècle aurait pu faire disparaître toutes ces croyances, le mythe du dragon a connu une résurrection spectaculaire grâce à la littérature de fantasy. Les écrivains modernes ont brisé le carcan rigide du monstre satanique médiéval pour en faire des créatures complexes, dotées d'une psychologie, d'une culture et d'un rôle philosophique ou politique majeur. En publiant Le Hobby en 1937, J.R.R. Tolkien pose les fondations du dragon de fantasy moderne avec le personnage de Smaug le Doré. En tant que brillant universitaire et philologue, spécialiste des textes en vieil anglais comme le poème héroïque Beowulf, Tolkien rejette la vision chrétienne du dragon-diable pour revenir aux sources des mythes scandinaves et germaniques. Smaug n'est pas une bête sauvage guidée par ses seuls instincts. C'est un être doté d'une intelligence redoutable, parlant parfaitement la langue des hommes et des nains. Il se montre vaniteux, calculateur, profondément ironique et amateur de joutes verbales complexes et d'énigmes. Tolkien réintroduit également le concept nordique du charme du dragon. Le regard et la voix de Smaug possèdent un pouvoir hypnotique capable de semer le doute et la folie dans l'esprit de ceux qui lui parlent. Sur le plan symbolique, Smaug incarne la maladie de l'or. Il a massacré les nains d'Erbor uniquement pour s'emparer de leurs richesses, mais il n'en fait rien. Il passe des siècles couchés sur son immense tas de pièces de monnaie, de coupes et de joyaux, incapable de créer ou de dépenser le moindre sou. Pour Tolkien, le dragon représente la possession stérile, l'égoïsme absolu et la destruction des beautés du monde par la cupidité. En 1968, avec l'écriture du cycle de Thermé, la romancière américaine Ursula K.
Le Guin accomplit une révolution conceptuelle majeure au sein du genre. Pour la première fois en Occident, le dragon cesse d'être l'ennemi juré de l'homme que le héros se doit d'exterminer. Elle opère une synthèse parfaite entre la puissance de feu de la vision occidentale et la haute spiritualité de la vision asiatique. Dans l'univers de Thermé, les dragons sont les aînés du monde, les premières créatures vivantes apparues bien avant l'humanité. Ils se caractérisent par leur lien absolu avec la magie primitive. Ils parlent nativement le vieux parler, la langue de la création, celle-là même que les sorciers humains doivent étudier de longues années pour pouvoir jeter des sorts. La particularité de cette langue est qu'il y est ontologiquement impossible de formuler un mensonge. Les dragons, maîtres de cette parole, ne peuvent donc pas mentir dans leur langue, bien qu'ils sachent se montrer d'une immense subtilité pour manipuler la vérité. Chez le Guin, les dragons incarnent la liberté sauvage, la mémoire du monde et les forces d'équilibre de la nature. L'homme ne cherche plus à les traquer pour prouver sa valeur, mais tente de dialoguer avec eux pour acquérir une forme de transcendance et de sagesse. Avec son immense saga Le Trône de Fer, adapté à l'écran sous le titre Game of Thrones, Georges R.R. Martin prend le contre-pied de ses prédécesseurs en ancrant le dragon dans un réalisme cru, biologique et profondément politique. Chez Martin, les dragons, à l'image de Drogon, Ragal et Vizirion, ne parlent pas, ne résolvent pas d'énigmes et n'ont pas de préoccupations philosophiques. Ce sont des animaux, des prédateurs alpha au sommet de la chaîne alimentaire, féroces et dangereux. Ils partagent un lien mystique et de sang avec la dynastie des Targaryens, mais ils demeurent des bêtes sauvages qu'il est impossible de dresser ou de contrôler totalement. L'apport majeur de Martin est d'avoir pensé le dragon comme un facteur géopolitique. Ils sont l'exact équivalent de la bombe atomique ou de l'aviation militaire dans un monde médiéval. Celui qui possède des dragons détient le monopole de la violence et la capacité d'annihiler instantanément des armées de milliers de chevaliers ou de réduire en cendres les plus grandes cités fortifiées du continent. Ils permettent à Daenerys Targaryen de conquérir des royaumes, mais ils provoquent également des catastrophes humanitaires incontrôlables. Le dragon devient ainsi une métaphore de la puissance nucléaire, de l'hubris des dirigeants et des ravages de la guerre moderne. Pour comprendre l'impact de ces réinventions successives sur notre imaginaire actuel, il est intéressant d'analyser comment l'anatomie même et le statut symbolique du dragon se sont transformés entre l'époque médiévale et les productions contemporaines de la pop culture. Pendant des siècles, l'art médiéval et la peinture classique ont représenté le dragon occidental sous une forme de quadrupède ailé. La créature possédait 4 pattes indépendantes et 2 ailes attachées au niveau des omoplates, soit un total de 6 membres. C'est la structure anatomique classique que l'on retrouve sur les armoiries ou dans les illustrations de la haute fantasy traditionnelle. Cependant, les auteurs et les cinéastes contemporains, soucieux de crédibilité et de réalisme biologique, ont massivement opéré un retour vers la morphologie de la vouivre, wyvern en anglais. Dans cette configuration, le dragon ne possède plus que 2 pattes arrière, tandis que ses membres antérieurs forment ses ailes, à la manière exacte des chauves-souris, des oiseaux ou des ptérosaures préhistoriques. C'est ce choix anatomique qu'a fait Georges R.R. Martin pour ses romans, et qui a été repris visuellement pour le personnage de Smaug dans l'adaptation cinématographique du Hobbit par Peter Jackson. Selon les animateurs 3D, cette structure permet des mouvements beaucoup plus fluides, réalistes et menaçants à l'écran, inscrivant la créature fantastique dans les lois de la physique et de l'évolution naturelle. L'évolution du rôle du dragon résume finalement la transformation de notre rapport au monde et à l'inconnu à travers les âges. Au Moyen Âge, il est le monstre absolu et le mal incarné, une anomalie de la nature qu'il faut détruire sans pitié pour purifier la terre. Tuer le dragon est un acte de foi et de salubrité publique. Dans la fantasy classique, il devient l'épreuve héroïque et le gardien ultime, le test final que le héros doit passer pour obtenir son titre de gloire, s'emparer du trésor ou sauver le royaume. Enfin, dans la fantasy moderne, le dragon s'impose comme une force ambiguë ou un allié, une figure nuancée qui s'avère tantôt un mentor spirituel, tantôt une victime de la modernité humaine, ou encore une arme de destruction massive dont l'usage pose de profonds dilemmes moraux. De la bête rampante des mythologies antiques aux créatures politiques et biologiques de la fantasy contemporaine, en passant par les monstres aquatiques qui hantaient les fleuves de nos provinces françaises, le dragon n'a jamais cessé de muter. Il reste le miroir de nos propres peurs, de nos fascinations pour la puissance et de notre rapport complexe à la nature sauvage.